Le syndrome d'hyperventilation lié au stress et à l'anxiété, épisode 1, causes et symptômes. Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Nous allons parler aujourd'hui du syndrome d'hyperventilation, un syndrome relativement fréquent puisqu'il touche 6 à 10% de la population, plus les femmes que les hommes, et principalement la tranche entre 15 et 55 ans. Un petit rappel sur la respiration. On inspire donc l'oxygène par le nez, plus exactement le dioxygène, l'O2. Cet oxygène arrive dans les poumons, il atteint les alvéoles pulmonaires. La paroi des alvéoles est très fine, 1 micron, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. C'est la même chose pour la paroi des vaisseaux capillaires, donc l'oxygène n'a aucun mal à se frayer un passage à travers cette barrière constituée par la membrane des vaisseaux capillaires et des alvéoles et d'atteindre la circulation sanguine. L'oxygène est alors utilisé par les cellules de l'organisme, un déchet est produit. Ce déchet, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, qui circule dans le sang. Il acidifie ce sang puisque c'est un acide, et ce CO2 remonte vers les poumons, passe du sang dans les alvéoles et nous l'expirons. Habituellement, nous inhalons l'oxygène dont nous avons besoin, c'est-à-dire que notre respiration s'adapte aux besoins en oxygène de notre organisme. Nous allons voir que pour l'hyperventilation, c'est un petit peu différent. Et pour vous expliquer tout ça, je vais vous parler de Joey, l'homme préhistorique. Le dimanche, Joey le passe dans sa caverne avec sa douce épouse et son fils de 5 ans dont il est très fier. Il a déjà réussi à son âge à tuer un serpent à main nue. Dans sa jolie caverne avec vue, il fait la sieste, il se repose, il fait de la méditation pleine conscience et il s'adonne à la peinture, son loisir favori. Ses muscles sont au repos, ils ont donc besoin peu de glucose et peu d'oxygène et donc sa respiration est calme et tranquille. Voyons ça sous forme imagée. Quand il est dans sa caverne, il prend un bol d'oxygène, représenté ici par le pot avec une boule noire, et il produit un déchet. Vous l'aurez compris, c'est le CO2, représenté ici par le pot vide. Un pot vide divisé par un pot plein, nous avons donc un rapport de 1. Un bol d'air entre, un bol de CO2 sort. En semaine, Joey bosse, il va à la chasse, donc il marche, il court derrière les dinosaures et autres pétosaures. Ses muscles sont en activité, ils ont besoin donc davantage de glucose et d'oxygène que lorsqu'il est au repos. Reprenons notre image de tout à l'heure. Joey respire plus vite, il court, il chasse, ses muscles ont donc besoin de plus d'oxygène, il prend 4 bols d'oxygène, ses muscles les utilisent et il produit donc plus de déchets, plus de CO2, l'équivalent de 4 pots de CO2, 4 bols de CO2. 4 pots vides divisés par 4 pots pleins, on a également un rapport de 1. Parlons maintenant de la respiration anxieuse. Vous, quand vous stressez, vous êtes assis dans votre salon. Vous stressez parce que c'est dimanche soir et que demain il faut retourner au boulot, ou parce que votre fils est en décrochage scolaire, ou parce que vous allez devoir sortir de chez vous et affronter la foule que vous redoutez, ou parce que vous avez une présentation à faire devant un public, ou parce que vous vous demandez comment vous allez payer vos factures à la fin du mois, ou alors vous stressez à cause de toutes les situations que je viens d'énoncer. Et donc quand vous stressez ainsi, vous êtes au repos, mais votre organisme, lui, réagit comme si vous aviez à affronter un dinosaure. Pour vous expliquer ça, je vais prendre une métaphore. Quand vous imaginez que vous mangez une tranche de citron, eh bien, si vous imaginez suffisamment bien, vous allez finir par saliver. Une partie de votre cerveau sait bien que vous n'avez pas de citron en bouche, mais une autre partie l'ignore et réagit comme si vous en aviez une, c'est-à-dire que votre physiologie, elle va suivre. Donc, quand la source de danger n'est pas à l'extérieur de vous, ce n'est pas un dinosaure auquel vous avez à faire face, mais que cette source se trouve à l'intérieur de vous, nichée dans le labyrinthe de vos pensées, eh bien votre corps se prépare exactement comme si vous deviez réagir physiquement au danger. Votre organisme se prépare donc à l'action et votre respiration s'accélère. Reprenons nos bols d'oxygène. Votre respiration est donc plus rapide ou plus ample. Vous prenez donc plus de bols d'oxygène. Mais comme vous êtes au repos,
vous n'utilisez pas cet oxygène, vous produisez donc peu de peau, mais vous en expirez 4. Votre respiration s'accélère, votre inspiration s'accélère, mais votre expiration également. Vous allez donc expirer du CO2 qui se trouve dans votre sang circulant. Donc on a un pot vide divisé par 4, ça fait 0,25, moins 3 qu'on a été prendre dans la circulation, ça fait combien ça? Bon bref, on n'est pas là pour faire des maths, mais vous l'aurez compris, vous rejetez plus de CO2 que vous n'en produisez et donc votre taux de CO2 dans votre sang diminue. En résumé, sous l'influence du stress ou de l'anxiété, la respiration se modifie, elle se fait plus rapide et ou plus ample. Elle excède la demande métabolique en oxygène, c'est-à-dire que la respiration nous apporte plus d'oxygène que ce que notre organisme a réellement besoin pour fonctionner puisque nous sommes au repos et nous produisons un rejet excessif de CO2. On a donc une diminution du CO2 dans le sang, c'est ce qu'on appelle une hypocapnie. Donc cette diminution de CO2, cette hypocapnie provoque une alcalose, c'est-à-dire que le CO2 est un acide, comme je vous l'ai dit, donc il acidifie le sang. S'il diminue dans le sang, l'acidité diminue, c'est ce qu'on appelle une alcalose. Et cette alcalose va entraîner une série de modifications physiologiques, dont une hypophosphatémie et une hypocalcémie qui sont responsables des crises de tétanie. Alors, quels sont les symptômes du syndrome d'hyperventilation? Nous allons voir qu'ils sont nombreux et qu'ils ne sont pas spécifiques et donc très difficile de diagnostiquer une hyperventilation puisqu'en général la personne elle-même ne se rend pas compte qu'elle est hyperventilante. Donc, un des symptômes principaux, c'est une impression de manquer d'air, rarement d'ailleurs en relation avec l'effort, une oppression thoracique, c'est-à-dire avoir le sentiment d'un poids sur la poitrine, une sécheresse buccale, donc la bouche sèche, des coups de chaleur ou des coups de froid, une moiteur des mains, une tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui bat plus vite, accompagné parfois d'une arythmie importante, c'est-à-dire d'un trouble du rythme. On peut ressentir des picotements, des fourmillements ou des sensations d'endormissement au niveau des extrémités, des pieds et des mains et parfois aussi autour de la bouche. Une ankylose des bras, c'est-à-dire un engourdissement, avoir les bras lourds, un sentiment de raideur dans les bras, des crampes musculaires, des douleurs thoraciques qui miment parfois une crise cardiaque, ce qui d'ailleurs amène les personnes à appeler les secours en pleine crise d'hyperventilation, croyant d'ailleurs qu'elles sont en train de mourir, ou des douleurs abdominales, des céphalées, donc des maux de tête, une sensation de faiblesse et de fatigue, voire parfois d'un épuisement très important, et des difficultés de concentration. On peut encore éprouver des étourdissements, des sensations de vertige. On peut aussi avoir l'impression qu'on va perdre connaissance, et d'ailleurs parfois on va jusqu'à la syncope, donc jusqu'à tomber dans les pommes. On peut ressentir de l'irritabilité, un état dépressif, de l'anxiété, des crises de panique, des phobies, des insomnies, des réveils nocturnes, parfois avec une sensation d'étouffement et ou avec une transpiration abondante. Ces symptômes sont eux-mêmes anxiogènes, c'est-à-dire source d'angoisse, et ils peuvent donc entretenir ou aggraver le syndrome d'hyperventilation et devenir source d'attaques de panique ou de crises d'angoisse. Les symptômes peuvent être tellement intenses ou tellement nombreux que les personnes, comme je l'ai dit, peuvent avoir le sentiment de faire une crise cardiaque ou de devenir folles. Un petit mot des tableaux cliniques consécutifs à l'hyperventilation dont vous avez évidemment entendu parler, à savoir les crises de tétanie et la spasmophilie. Les crises de tétanie sont un syndrome d'hyperexcitabilité neuromusculaire, c'est-à-dire que les muscles surréagissent et cela se traduit par des contractions musculaires, parfois accompagnées de crampes, de paresthésie, c'est-à-dire de fourmillements, de picotements, d'engourdissements et de tremblements. Et la spasmophilie désigne des crises qui allient tétanie musculaire, donc de longues contractions involontaires, et des difficultés respiratoires. Nous allons voir les différents tableaux cliniques sous lesquels peuvent se présenter ce syndrome d'hyperventilation. Les symptômes peuvent survenir sous forme de crise, mais ils deviennent souvent chroniques. Parlons d'abord de la forme aiguë.
Cette forme est heureusement peu fréquente, les crises sont très spectaculaires, la dyspnée est importante, c'est-à-dire la difficulté respiratoire, et il peut d'ailleurs parfois s'accompagner de suffocation. On a aussi de l'agitation, des sentiments de terreur, de panique, des douleurs thoraciques, des paresthésies, donc des fourmillements, picotements, engourdissements périphériques, donc au niveau des doigts, mais aussi péribuccales autour de la bouche. On peut aussi avoir une rigidité des doigts ou des bras. Et les crises sont tellement importantes qu'elles peuvent provoquer une syncope, donc une perte de connaissance. Ces crises peuvent évoquer une urgence vitale, comme je l'ai dit déjà, donc un infarctus du myocarde, une intoxication, une épilepsie aussi, ou un diabète, ce qui amène l'entourage à faire appel aux services de secours. Malgré ce caractère spectaculaire, en fait, ces crises sont considérées comme bénignes. Parlons maintenant de la forme subaiguë. Elle est plus fréquente que la forme aiguë. Malgré la disparition de la cause de stress, l'hyperventilation peut perdurer, mais moins bruyamment qu'en pleine crise. Généralement, la sensation d'étouffer se mue en une impression de manquer d'air et la panique se transforme en angoisse. Le mal-être, la dyspnée, donc la difficulté respiratoire, les paresthésies, donc les fourmillements, les crampes, la tachycardie, donc le cœur qui bat plus vite, deviennent à leur tour source d'inquiétude et souvent les personnes sont persuadées d'être atteintes d'une maladie grave. Donc on a un cercle vicieux parce que les symptômes entretiennent l'état d'anxiété en devenant eux-mêmes un facteur de préoccupation et de stress. Et pour terminer, parlons de la forme chronique, c'est la plus fréquente. Elle résulte de la pérennisation du cercle vicieux hyperventilation, stress, anxiété, angoisse. Lorsque le trouble est installé depuis plusieurs années, en fait, il n'est pas rare que les patients aient complètement oublié l'événement stressant à l'origine de leur trouble. La forme chronique d'hyperventilation est évidemment la forme la plus difficile à diagnostiquer en raison de la grande diversité des tableaux cliniques possibles, mais aussi parce que les symptômes présentés ne sont pas spectaculaires comme ils le sont en pleine crise. Les plaintes des patients sont généralement mineures, elles sont aussi imprécises, elles sont non spécifiques d'une pathologie. Par exemple, les patients se plaignent de fatigue, d'épuisement, qui n'est pas en relation avec l'effort. On rapproche d'ailleurs parfois le syndrome d'hyperventilation au syndrome de fatigue chronique. La dyspnée, donc la problème respiratoire, n'est pas constante. Elle se traduit par une impression de manquer d'air et par une impression de blocage respiratoire. Cette dyspnée s'accompagne souvent de bâillements et de soupirs, donc ça c'est un signe qui peut faire penser à l'hyperventilation. Parfois aussi un léger essoufflement à l'expression orale. Ce sont des petits signes qui sont perceptibles pour un témoin averti, mais que le sujet lui-même remarque rarement. Les douleurs dans la poitrine, une toux irritative persistante, les palpitations et l'arythmie cardiaque, les céphalées et les paresthésies comptent parmi les symptômes les plus souvent rapportés par les patients. Généralement, les patients qui souffrent de syndrome d'hyperventilation chronique se plaignent de désordres anxieux, donc d'anxiété, de troubles paniques, de phobie, d'anxiété généralisée, de dépression et ou de troubles du sommeil comme des insomnies, des réveils nocturnes ou des cauchemars. Vous avez trouvé cette vidéo intéressante ou utile? Pensez à la partager, à laisser un commentaire et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Rejoignez-moi aussi sur mon site www.resilience-psy.com, sur Instagram et sur Facebook. À bientôt pour une prochaine émission.